Nous sommes deux aventuriers en herbe, partis à l'assaut d'Islande, avec en guise de nouveaux meilleurs amis pour ces 15 jours sur l'île, un super campervan. Nous avons parcouru plus de 3000 km et fait un tour complet de la terre dite de feu et de glace. C'est la première fois qu'on se lance dans ce type de voyage et c'est notre premier road trip. On s'est donc posé plein de questions, que ce soit sur l'élaboration du roadbook, quel véhicule louer, où dormir, à quel climat s'attendre, quoi emmener, quel budget prévoir, ou encore combien de temps rester sur place. C'est donc notre expérience qu'on va essayer de vous partager dans cette vidéo, qui s'adresse aussi à tous ceux dans notre cas qui sont novices. Avant de vous parler de notre parcours et des spots qu'on a visités, je vous propose un petit point géographie. À la fin de la vidéo, si ça vous intéresse, on vous détaillera notre budget. Première particularité, c'est la répartition de la population. L'Islande compte à peu près 350 000 habitants. Les 2/3 se concentrent autour de la capitale Reykjavik et plus largement dans le coin sud-ouest de l'île. Le reste est un quasi-désert. On y trouve quelques villes éparpillées, souvent comprises entre 3 et 5 000 habitants, où vous pouvez faire le plein d'essence et de provisions. Et c'est bien d'avoir ces villes en tête, car quand on voit ce genre de panneaux, c'est mieux de ne pas avoir loupé le coche. Au nord, on retrouve Akureyri, la plus grande ville hors agglomération de Reykjavik, aussi appelée la capitale du Nord, avec ses 18 000 habitants. Si vous n'êtes pas adepte de la foule, l'Islande est l'endroit rêvé. Par contre, il y a près de 800 000 moutons sur l'île en liberté, un peu partout. Ils sont dans les campagnes, dans les villes. Donc attention où vous roulez. L'Islande n'est pas aussi petite qu'on pourrait le croire. La preuve en image, si on utilise le site thetruesize.com, qui permet de comparer à échelle réelle les pays entre eux, on voit que son diamètre équivaut à un Nantes-Dijon de petite route de départementale, ou, encore plus flagrant, ça équivaut à la Belgique et aux Pays-Bas réunis. Pour faire le tour de l'Islande, vous n'aurez pas d'autre choix que de suivre la route numéro 1, aussi appelée Ring Road. Vous avez certainement déjà dû en entendre parler si vous avez commencé vos recherches. C'est la seule route qui vous permet de faire le tour et qui est désormais entièrement goudronnée. Et pas de panique, pour ceux qui aiment ça, dès qu'on sort un peu des sentiers battus, on peut tomber sur des pistes de gravier. C'est particulièrement le cas dans les fjords de l'ouest et le nord de la péninsule de Snæfellsnes. Les infrastructures sont souvent en cours de construction, mais de nombreuses portions sont encore sans revêtement. Ce qui me permet de faire un petit aparté assurance. L'Islande fait probablement partie de ces pays où il vaut mieux ne pas lésiner sur les options type protection contre les graviers ou les assistances dépannage. On s'est pris pas mal d'impact sur la carrosserie et le pare-brise quand on croise un 4x4 ou un camion d'un local qui ne prend pas la peine de ralentir. Et en parlant de route, il y a un truc important à retenir. En Islande, il y a deux types de routes. Les routes standards et les F-road. Ce sont les routes dont les numéros sont précédés d'un F. Sur ces routes, seules les 4 roues motrices sont autorisées. On les retrouve particulièrement dans les Highlands, dans le centre désertique de l'Islande. Sauf si vous comptez voguer de Airbnb en Airbnb, vous hésitez probablement entre un véhicule de location plus toile de tente, un campervan ou un 4x4 avec tente de toit. Savoir si vous voulez aller sur les F-road va donc être le critère qui va faire pencher la balance. Nous concernant, la voiture plus toile de tente, on a vite abandonné. Vous allez probablement dormir dans un nouvel endroit tous les soirs, donc à prix quasiment égal, on préférait ne pas s'embêter avec le montage, le démontage, sous la pluie et le vent. Restent deux options, le campervan ou le 4x4.
Honnêtement, pour un premier voyage en Islande, je pense que vous avez largement de quoi faire en suivant la côte et la Ring Road. En 15 jours, on a pile poil réussi à finir la grande boucle et encore, on a skippé quelques secteurs, notamment les Highlands. De notre côté, on a donc abandonné le 4x4 avec toile de tente et on a préféré le campervan qui était plus adapté à nos besoins et apportait un peu plus de confort. On l'a vu lors de vents forts en regardant nos voisins de camping, on était vraiment content de ne pas être ballotté aux 80. Par contre, si les treks des Highlands vous font de l'œil, alors louer un 4x4 est certainement la meilleure des options, vous serez beaucoup plus polyvalent. On termine rapidement avec les cartes d'Islande avec un petit aperçu de la géologie du terrain. Je ne vais pas me transformer en Jamie Gourmaud, mais voici à quoi ça ressemble là-dessous. L'Islande est traversée au centre par une dorsale émergée qui concentre l'essentiel de l'activité volcanique. En gros, c'est là où on croise la plupart des volcans et des zones géothermiques. De part et d'autre, on trouve la plaque tectonique nord-américaine et la plaque eurasienne. Cette zone représente tout de même au total un tiers de l'activité volcanique terrestre mondiale. On y trouve également de grands glaciers, dont le plus grand, le Vatnajökull, de la taille de la Corse et qui est visible depuis la Ring Road au sud. Je vous propose maintenant de découvrir notre parcours et nos spots. On a voulu découvrir toutes les régions, excepté les Highlands au centre, qu'on se réserve pour une autre fois. L'île est donc parcourue par la Ring Road, qui permet de se rapprocher de la plupart des spots d'Islande. Une exception, les régions de Snæfellsnes et des fjords de l'Ouest. On a donc suivi l'itinéraire de la route numéro 1, hormis pour visiter ces régions un peu plus reculées. Pour notre première nuit, on a dormi dans une guest house à côté de l'aéroport de Keflavik, histoire d'être prêt à récupérer notre véhicule au matin. On décide de commencer par la péninsule de Snæfellsnes et de parcourir l'Islande dans le sens horaire. On découvre en même temps notre campervan. Le véhicule est assez spartiate, mais parfait pour deux. À l'arrière, on a un petit plan de travail relevable avec les accessoires de cuisine, plus les stocks de nourriture juste en dessous. Au bout de la péninsule de Snæfellsnes, on retrouve un ancien volcan, le Snæfellsjökull, surmonté d'une calotte glaciaire. L'avantage ici, c'est qu'il y a des spots et des points d'intérêt régulièrement. Comme la gorge du nom qui apparaît à l'écran, accessible à l'intérieur, la plage de Ytri-Tunga, où on peut observer des phoques, les formations rocheuses de Lóndrangar, ou encore les cratères volcaniques de Saxhol. Désolé par avance de la prononciation des noms, mais l'islandais c'est vraiment compliqué. En fin de journée, on tombe sur la cascade de Svødufoss. Avec du recul, c'était une petite cascade, mais elle est vraiment magnifique. L'ambiance est apaisante et ça vaut le détour. On dort à Grundarfjörður car la nuit commence à tomber. Bon, on comprendra rapidement que finalement, les couchers de soleil durent une éternité. À cette latitude et début août, le soleil frôle assez longtemps l'horizon et on n'a qu'1 ou 2 heures de nuit noire. Donc, n'oubliez pas votre masque de nuit si vous êtes sensible. Le lendemain matin, on a voulu prendre le bateau pour rejoindre directement les fjords de l'Ouest de l'autre côté de la baie. Mais on s'y est pris trop tard. Au final, les 4-5 heures de détour en voiture étaient super. On est rapidement passé sur du gravier, mais les routes sont bien entretenues et ça roule tout seul. On croise de moins en moins de monde. Question immersion et sensation d'être au bout du monde, pas de doute, on y est. J'ai même pu tester ma première source chaude naturelle trouvée sur le bord de la piste. On s'arrête pour la nuit dans un camping en lisière d'un immense banc de sable à la plage de Rodasandur. C'est un endroit magnifique et un des lieux d'Islande qui nous a le plus marqué, isolé au bout du monde entre falaises et mer. Le cadre et la vue du camping sont parfaits. Dans le même secteur, au bout d'une route bien cabossée mais accessible en voiture, on vous conseille d'aller voir les falaises de l'Altraberg.
Ce sont d'immenses pans rocheux où nichent les milliers d'oiseaux. C'est pour nous un incontournable. Il y a un petit sentier le long de la crête qui permet d'observer les oiseaux et contempler le vide. Sur le chemin du retour, c'est ici qu'on peut tomber sur le fameux bateau de pêche abandonné. Un bel endroit pour déjeuner. En continuant plus au nord, on s'enfonce dans les fjords de l'ouest, avec des routes et des paysages magnifiques. On est loin de la capitale et très peu de routes sont goudronnées. Un peu au hasard, on tombe sur notre première grande cascade, la cascade de Djandjandi. En réalité, c'est une succession de 7 cascades dont la plus grande fait environ 100 mètres de haut. C'est une des plus belles qu'on verra en Islande, même si la suite nous réserve de belles surprises. Le thermomètre de la voiture nous affiche 24 degrés. En discutant avec des locaux, on sait que la situation est anormale. On reprend la route au nord et après avoir traversé 2 tunnels de 6 et 9 km, on arrive dans la petite ville de Ísafjörður. On dormira au milieu des énormes 4x4 et pick-up islandais. On se fait surprendre dans la nuit par un froid glacial. Les nuits peuvent être très froides, parfois aux alentours des 5 degrés. Mais pas très étonnant puisqu'on est à seulement quelques kilomètres du cercle polaire arctique. Le lendemain, on termine la route des fjords par le nord pour boucler la boucle. Si vous hésitez encore à faire les fjords de l'ouest, ce qui nécessite au moins 2 jours, eh bien je peux vous dire que ça vaut vraiment le détour. C'est un de nos top 3 des coins d'Islande, définitivement le plus reculé et le moins touristique, si on ne prend pas en compte les Highlands. On a pris un peu de retard sur notre roadbook fictif, on part donc à l'est en direction de Akureyri à presque 600 km et 7 heures de route. On découvre enfin le vrai climat islandais avec un ciel qui varie radicalement d'une vallée à l'autre. À cause de la fatigue, je jette finalement l'éponge et on décide de s'arrêter à 100 km d'Akureyri à Varmalid. On termine la route avec une petite cascade et on déniche un camping à proximité d'une petite forêt verdoyante très sympa. Il y a peu d'arbres en Islande et encore moins de forêts. Au matin, on reprend la route pour Akureyri, la deuxième ville du pays hors agglomération de Reykjavik. C'est assez petit, il y a 2 rues commerçantes sympathiques, un port avec des départs d'excursion et surtout un grand parc botanique, l'un des plus septentrionales du monde. Il est très joli et coloré, de quoi s'y perdre une petite heure. Ce qui nous a surtout frappé, ce sont les drapeaux et les références LGBT partout dans la ville. Les Islandais sont très en avance sur ces sujets et plutôt fiers. On continue et on se dirige à l'est vers le lac de Mývatn, une des régions qui nous intrigue le plus. En route, on tombe sur la cascade de Godafoss, la cascade des dieux. La cascade est vraiment magnifique, en arc de cercle, avec plusieurs chemins de chaque côté, ce qui permet de bien se répartir. On renoue un peu avec les lieux touristiques emblématiques après avoir passé plusieurs jours isolés dans les fjords. On reprend la route et on arrive au lac de Mývatn, qui signifie littéralement le lac de mouches. On va rapidement comprendre pourquoi. Au pseudo-cratère de Skútustaðir, on tombe sur des nuées de petites mouches. Rassurez-vous, après l'effet de surprise et avec un peu de courage, on s'y fait presque. Elles ne piquent pas, mais on vous conseille quand même d'avoir de quoi vous couvrir. Certaines boutiques vendent des filets de protection, mais on s'en accommodera. Autour du lac, on arrive rapidement sur des zones très actives. Le sol devient jaune ocre, des fumerolles sortent de terre et une odeur de soufre nous passe par les narines. On observe de nombreux dômes de volcans un peu partout. L'endroit qui résume le mieux la région, c'est sûrement le site géothermique de Avereyr, un lieu qui prend des allures de planète Mars, un endroit surprenant. Par contre, l'odeur d'œuf pourri y est très forte, ce qui pourra sûrement en écœurer plus d'un. Mais c'est un endroit incontournable.
On peut même observer une sorte de goudron bouillonné dans de petits cratères. La fin de journée arrive, on trouve un camping au bord du lac où on passera les 2 prochaines nuits. On constate que les mouches sont moins actives le soir, ce qui est plutôt agréable. Le lendemain, on décide d'explorer les environs. Au programme, randonnée dans des champs de lave et petite ascension du volcan Ashverfall d'un périmètre de 2 km. La vue sur la région est impressionnante, on surplombe le lac et les cratères avoisinants. À 45 minutes du lac, après avoir traversé un semblant de désert, on peut trouver la cascade de Detifos, connue pour avoir le débit le plus puissant d'Europe. En 20 minutes de marche, on peut s'en approcher très près. On est resté planté devant un moment, hypnotisé par la puissance de ces chutes d'eau. Pour terminer la journée, on s'est rendu dans les bains thermaux de Mývatn qui sont parfaits pour se détendre. On a préféré ces bains à ceux du Blue Lagoon qu'on fera à la fin du séjour. L'emplacement est bien mieux, l'ambiance aussi, et c'est moitié moins cher. Le lendemain, avant de repartir, on visitera quelques failles avoisinantes dont l'une abrite un bassin d'eau chaude d'un bleu éclatant. Ce qui est vraiment super avec la région de Mývatn, c'est que tout est à proximité, ce qui est idéal après avoir beaucoup roulé ces derniers jours. On skippera le village d'Husavik, plus au nord, et l'excursion pour aller observer les baleines. On reprend la route numéro 1 pour se diriger vers les fjords de l'Est. On fera un petit détour dans une vallée pour aller visiter le canyon de Studlagill et ses falaises d'orgues basaltiques. Plus loin, juste avant la ville d'Egilsstaðir, on s'arrêtera à la cascade d'Engifoss, reconnaissable par sa hauteur et par la couleur rouge de ses strates. Il faut marcher environ 2 heures aller-retour pour atteindre le pied de la cascade. De là-haut, on voit bien la région et le fleuve en contrebas. Ce sera la cascade préférée de Sarah en Islande. Pour ma part, mon cœur vacille encore entre Djandjandi et Detifos. On passera la nuit de l'autre côté, dans un camping en pleine forêt, certainement la zone la plus boisée d'Islande d'ailleurs. Le lendemain, on arrive enfin dans les fjords de l'Est. Le paysage est une nouvelle fois magnifique, les fjords sont très profonds et parsemés de plus petites cascades. On se souviendra de cette immense montagne en forme de pyramide croisée sur la route et de cette montagne presque intimidante en forme de griffe. Et c'est de l'autre côté qu'on s'arrêtera pour la nuit,
au bord de la plage de Stockness, une grande étendue de sable noir qui nous fait un peu penser à Rodasandur, mais avec du sable volcanique. Le camping appartient au Viking Café juste à côté, où nous reprendrons quelques forces. Avant d'aller dormir, on visite un village viking reconstitué et son drakkar à seulement quelques minutes à pied du camping. Rien de très exceptionnel, mais ça reste sympa à faire. Au retour, on se fait des hot dogs islandais made in Camperdown, vus sur les nuages bloqués au cygne. La nuit commence à tomber un peu plus tôt et on le ressent déjà une semaine seulement après notre arrivée. Le lendemain matin, on visite la grande plage et on profite d'un ciel un peu plus dégagé pour observer la forme des montagnes si caractéristique. On reprend la route en laissant définitivement derrière nous les fjords et on met le cap sur la langue glaciaire du grand Vatnajökull, le plus grand glacier d'Europe. Changement radical d'ambiance, tant en termes de paysage que de fréquentation. Ici, à Jökulsárlón, on est à portée d'excursion à la journée depuis Reykjavik, et ça se ressent. L'endroit est super beau et ressemble à un lac où vient mourir le glacier pour créer plein d'icebergs qui se dirigent vers la mer en passant sous un pont. Mois d'août et changement climatique oblige, la plage de Diamant, juste en face de nous, est beaucoup moins resplendissante que sur les photos internet. On décide pour la première fois de céder à une attraction touristique. On prend 2 places à bord de cars amphibies pour aller sur le lagon Jökulsárlón et se rapprocher des icebergs. Un peu plus loin, à 10 minutes en voiture, on s'arrête à un second lagon, le Fjallarárlón, bien loin du tumulte touristique. On peut s'approcher beaucoup plus près à pied des icebergs et du glacier. On entend d'ailleurs la glace craqueler au loin et tomber dans le lagon. On restera bien 1 heure à profiter de cette ambiance. Pour nous, il faut faire les 2 lagons. Ils ont chacun des atouts différents, même si nous avons préféré le second, plus modeste, mais plus accessible et plus tranquille. On termine la journée ici et on rejoint pour la nuit le parc national de Skaftafell. Le camping ressemble un peu plus à ce que l'on connaît en France. Mais la vue sur le parc national et les montagnes en arrière-fond est très agréable. Le camping est en fait le lieu de départ des randonnées pour le parc. On décidera de faire une boucle de quelques heures pour accéder à une petite cascade, Svartifoss, et prendre de la hauteur pour surplomber les alentours. Avant de repartir, on se fait un dernier glacier à proximité du parc. L'avantage de celui-ci, c'est qu'on peut directement aller au contact de la glace et sans équipement. Encore à cause de la chaleur, on voit le glacier fondre sous nos yeux. On prend ensuite la direction de Vik, à la pointe sud de l'île, notre prochaine destination. On traverse une grande étendue plane, façonnée par des sortes de raz-de-marée glaciaires liés à des éruptions volcaniques passées. On a le droit à une petite tempête de sable, en bonus, pour parfaire l'ambiance. Arrivé à Vik, le temps se gâte et on a enfin le droit à un vrai temps islandais. On ira observer les vagues sur le sable noir avant de se prélasser dans la piscine chaude de la ville. Le soir, on goûtera à une pizza à pâte noire, couleur cendre, avant de dormir dans le camping de la ville.
Au réveil, on prendra notre déjeuner dans un bus scolaire jaune, le School Beans Café. Autour de Vic, vous avez plusieurs spots. Il y a la plage de sable noir de Reynisfara. Et un peu plus loin, la péninsule de Dirolae. C'est aussi dans ce secteur que vous trouverez le très célèbre avion américain abandonné. Pour y accéder, vous avez un parking menant à un long chemin où il faudra parcourir à pied 7 km aller-retour et en ligne droite. En alternative, il y a un bus payant qui peut vous y emmener. Nous avons également vu sur place des expéditions de quad en groupe, ce qui doit être une belle expérience dans les dunes de sable noir. Encore un peu plus loin, il y a la célèbre cascade de Skogafoss. Vous avez un grand escalier qui donne accès à une plateforme en hauteur pour l'admirer. C'est vraiment l'archétype de la cascade comme on peut l'imaginer. Et si on remonte la rivière, il y a un sentier qui permet de voir d'autres cascades. À peine 2 km du parking, il y a une autre cascade, moins connue et fréquentée, mais qui est très intéressante aussi, car on a la possibilité de marcher derrière elle. Et, puisque c'est le pays des cascades, avant de trouver notre camping aux portes du Cercle d'Or, on s'est fait une dernière chute d'eau. On peut voir en arrière-plan les îles Westman, uniquement accessibles en bateau. On a fait le choix de ne pas y aller pour terminer notre boucle de l'île tranquillement. On passera la nuit dans un camping entre Vic et Selfoss. Au matin, à quelques kilomètres du camping, on s'est laissé tenter par le Lava Center, une sorte de musée interactif dédié à l'histoire des éruptions volcaniques islandaises. C'est intéressant de le faire si vous êtes féru de géologie comme nous, ou par mauvais temps, même si le prix est un peu élevé pour l'expérience. On entame donc l'une des dernières étapes de notre voyage, celle de la découverte du Cercle d'Or, la région la plus touristique d'Islande. On ne va pas trop s'y attarder puisqu'on a été assez déçus de la région. Il y a la cascade très connue de Gullfoss, qui est en soi très jolie, mais envahie de touristes et de bus d'excursion. On avait par moments du mal à marcher sur les chemins et clairement, on n'a pas spécialement apprécié le moment. C'est un peu le même constat pour le geyser de Geysir. Après avoir regardé 3 ou 4 projections d'eau bouillante, il n'y a pas grand-chose à y faire. D'ailleurs, le geyser principal, le plus grand, est endormi. Et oui, on ne contrôle pas Mère Nature. Si on devait donner un conseil, ce serait sûrement de ne pas finir par cette région. Nous l'aurions certainement beaucoup plus apprécié en commençant par là ou en faisant la boucle dans l'autre sens. Le Cercle d'Or a surtout un intérêt pour ceux qui veulent découvrir l'Islande en moins d'une semaine ou peut-être à d'autres périodes de l'année. On terminera la journée dans le parc national de Thingvellir qui nous a un peu plus enchantés. La zone est très jolie et on peut admirer cette super faille qui matérialise la séparation entre le continent américain et européen. En fin de journée, les excursions touristiques sont reparties à Reykjavik et on peut enfin un peu plus apprécier les lieux. Là encore, si vous avez du temps et du budget, il y a des plongées sous-marines qui sont organisées dans les failles. À proximité, il y a 2 campings qui permettent de dormir dans le parc national, et ce sont les 2 seuls. Pour notre avant-dernière journée en Islande, on décide de partir visiter Reykjavik. Fini la route numéro 1, place au grand carrefour à l'américaine. Le centre-ville est mignon, les bâtiments sont colorés, il y a de nombreux restaurants et boutiques, mais la ville se visite quand même assez rapidement. On y trouve la fameuse cathédrale islandaise en haut de la rue Arc-en-Ciel. On cédera une nouvelle fois à une attraction touristique assez onéreuse, mais moins connue, le Lava Show. C'est un centre qui reproduit de la lave artificiellement à partir de sable volcanique récupéré à Vik. L'expérience est très prenante et on sent vraiment la chaleur dégagée par la lave. En fin de journée, on prend la direction de Grindavik pour y dormir et se rapprocher des éruptions volcaniques du Fadagrasfall. Sur le chemin, on s'arrête au Blue Lagoon pour se détendre une dernière fois dans les bains chauds, sans en garder de souvenirs impérissables.
Je précise qu'à ce moment-là, Grindavik était encore accessible et n'avait pas été endommagé puis évacué à cause des éruptions de décembre 2023 et 2024 qui ont condamné la zone. À l'heure où je monte cette vidéo, il y a encore et régulièrement des éruptions et les habitants ne sont toujours pas revenus. Bref, le lendemain matin, on décide de faire la randonnée du Fadagrasfall, qui nécessite 3 à 4 heures de marche. On a pu y voir les cônes des 3 volcans et leur coulée de lave, parfois encore légèrement fumante. L'endroit est magique, bien que désolé. On observe quelques digues de terre qui ont été construites pour dévier les coulées de lave et protéger la ville de Grindavik en contrebas. Cela permet de donner un bon aperçu de ce à quoi pourrait ressembler la zone après les éruptions de 2024 entre le Blue Lagoon et Grindavik, même s'il est probable qu'à l'avenir, d'autres éruptions aient encore lieu dans le secteur d'après les géologues. La zone entière s'étant a priori réveillée après presque 800 ans d'inactivité. Et c'est ici que s'arrête notre séjour islandais. Bien entendu, il y a 1000 autres façons de visiter l'Islande. Il y a plein de randonnées et d'autres activités à faire, notamment en hiver avec les aurores boréales. Avant de vous parler budget, je fais un aparté rapide sur les campings islandais. Très souvent, ce sont des terrains vagues où les camping-cars et les campervans se positionnent librement. Pas besoin de réserver. 80% du temps, il y a des sanitaires qui sont d'ailleurs ultra propres. Il y a souvent quelques emplacements avec des bornes électriques, mais nous, on ne s'en est jamais servi. Les heures de route suffisaient pour recharger les téléphones et le matériel vidéo. Pour payer, parfois, il y a un petit accueil ouvert quelques heures le matin ou le soir. Mais assez souvent, c'est des locaux qui passent dans la soirée ou tôt le matin pour régler la note. Ils nous donnent ensuite un ticket à mettre derrière le pare-brise. Ce qui est assez marrant, c'est que la personne qui passe a un TPE à la main et on peut payer en quelques secondes par carte bancaire. Nous n'avons donc jamais eu à payer avec de la monnaie du séjour. On a juste été pris de court une seule nuit, à l'est, où il fallait des couronnes islandaises pour activer l'eau chaude de la douche. Donc, si vous avez quelques pièces sur vous, ça peut être un plus pour éviter de se geler sous une eau à 6 degrés. Sinon, pour trouver où dormir, j'avais trouvé sur un site web la possibilité de référencer la plupart des campings directement sur Google Maps. Très pratique. Ça nous permettait d'avoir une idée des équipements proposés et des prix. Je vous donne le lien du site dans la description. Question organisation, j'essayais la veille de trouver un point de chute pour le lendemain. Ça nous permettait d'être assez souple et d'avancer à notre rythme. Parlons désormais du budget. On ne va pas se mentir, ce n'est pas la destination la plus accessible. Les logements sont très chers, d'où l'intérêt du campervan qui permet de mutualiser le prix du logement et du véhicule. On en a eu pour moins de 2000 € avec 13 nuits en van et une nuit en guest house. L'alimentation aussi est chère, surtout dans les restaurants. On n'en fera d'ailleurs que 3 dans le séjour. On en a eu pour 580 €, ce qui fait en moyenne 18 € par jour et par personne. Un conseil, retenez bien ce petit cochon rose, c'est l'enseigne Bonus. On en trouve partout et c'est une des chaînes les moins chères de l'île. Pareil pour le carburant qui est à plus de 2 € du litre, soit un peu moins de 400 € pour nos 3000 km parcourus. Puis on en a eu pour 300 € de camping. Malheureusement, je pense que les prix vont continuer à augmenter car ils étaient rarement au prix indiqué. Poste de dépenses supplémentaires à ne pas oublier, on en a eu pour 50 € de parking, essentiellement autour du Cercle d'Or. Au niveau des activités, on en a eu à peu près pour 560 €. Dedans, on comptera le Mivat Lagoon, le Blue Lagoon, le tour amphibie des icebergs, le Lava Center et le Lava Show. Pour terminer, on a payé 1200 € de train et d'avion au départ de Paris. Ce qui fait un total d'environ 5000 €, soit 2500 € par personne pour 15 jours sur place. Donc, le prix de votre voyage dépendra de la formule que vous choisirez, du temps que vous passerez sur place et évidemment de la période à laquelle vous partez.
J'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux cerner ce magnifique pays et ce qu'il a à vous offrir. Si elle vous a aidé à préparer votre voyage, n'hésitez pas à mettre un pouce. À bientôt!